Bonsoir et bienvenue dans ce 4e débat consacré à la Vendée. Une chose est sûre, le département aura bientôt un nouveau président ou une nouvelle présidente. Yves Auvinet, le président sortant, ne se représente pas. Alors, qui à la tête de la Vendée pour tout connaître des enjeux de ces élections? 4 invités représentant les principales forces politiques en présence vont s'affronter sur différentes thématiques. Le social, la santé, les infrastructures ou encore la politique événementielle. À mes côtés, pour animer ce débat, Céline Bardy, directrice départementale de Ouest France Vendée. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et pour retrouver les temps forts ou le replay de ce débat, vous pouvez flasher le QR code qui s'inscrit au bas de votre écran. On va se retrouver avec nos invités après cette présentation politique et économique de la Vendée, signée Vincent Rénal. La Vendée collectionne les bons points. C'est l'un des départements les plus attractifs de France qui contribue à lui seul à près de 20% du gain de population des Pays de la Loire. Selon une récente étude d'un pro du déménagement, le territoire vendéen aurait même damé le pion au Var en devenant le lieu de vie préféré des plus de 60 ans. Un Eldorado pour retraités, mais pas seulement. Les 679 991 habitants du 85 bénéficient aussi d'une économie florissante, avec un taux de chômage de 6,2% et même de moins de 5% sur le bassin des Herbiers. On n'est pas loin du plein emploi. Le secret de ce dynamisme, la force des réseaux, la solidarité entre patrons et de belles têtes de gondole comme les entreprises Fleury-Michon, Sodebo, PRB ou encore Beneteau qui profitent à une myriade de sous-traitants, sans oublier la locomotive touristique, le Puy du Fou. Selon l'Observatoire des inégalités, la Vendée est aussi le département où les écarts de revenus entre riches et pauvres sont les moins importants de l'Hexagone. Le budget départemental s'élève à 854 millions d'euros. Plus d'un tiers est consacré aux actions de solidarité. La part des routes représente 45 millions et 24 millions sont réservés au collège. Les voies de la politique sont parfois impénétrables, mais dans ce département, pas de doute possible, on a toujours roulé à droite. Le seul enjeu est d'ordre interne. Le président depuis 2015, Yves Auvinet, quitte ses fonctions. Il a potentiellement 2 successeurs possibles, Alain Leboeuf, ancien député LR, ou encore l'ancien directeur de cabinet de Bruno Retailleau, Maxence de Rugy. En face, la gauche est unie et c'est une première. La République En Marche ne présente que 3 binômes et le RN est omniprésent. Et nos invités nous ont rejoints sur ce plateau, 2 hommes, 2 femmes. Ça mérite d'être souligné. Ce sera le seul débat paritaire de ces élections. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Henriet, pour La République En Marche. Vous êtes le coordinateur de ces élections, de cette campagne des élections départementales. Mais vous n'êtes pas, vous, candidat sur un canton. Vous avez des candidats sur un binôme et 2 autres qui sont proches de La République En Marche. On va en reparler. Jean-Patrick Filet, pour le Rassemblement National, vous étiez en binôme avec Marie-Christine Hébran, mais vous êtes fâchés et séparés. Vous ferez donc alliance avec sa remplaçante. Et sur votre canton, à Saint-Hilaire-d'Oriez, se présentent 4 autres binômes, 3 à droite et 1 à gauche. Sylviane Bulteau du Parti socialiste pour l'Union de la gauche, vous êtes candidate sur le canton de La Roche 2. En binôme avec Jacques Rossineau sur votre canton, se présente aussi un binôme de droite avec Luc Boire, le maire de La Roche-sur-Yon, et un binôme du Rassemblement national. Et enfin, Isabelle Rivière, vous êtes du Parti Les Républicains, vous êtes vice-présidente du département, vous représentez l'Union de la droite édissante, vous êtes candidate à Montaigu avec Éric Salin, canton sur lequel se présentent 2 autres binômes, l'un à gauche et l'autre pour le Rassemblement national. On va parler un peu de contexte politique avant d'aborder ce débat. Isabelle Rivière, vous avez connu les présidences de Philippe de Villiers, de Bruno Retailleau, d'Yves Auvinet. Vous voulez leur succéder, être la première femme à la tête de ce département ? Écoutez, non, je ne serai pas la première femme, mais je me réjouis par contre effectivement que notre débat puisse être paritaire. Vous le savez, l'engagement des femmes est pour moi une préoccupation, elle est aussi un engagement important. Alors si c'est important, pourquoi vous ne vous engagez pas pour être présidente de ce département, si c'est si important pour vous et vous êtes à la tête d'une association de femmes politiques? Exactement, j'ai créé cette association des femmes élues de Vendée pour 2 choses. La première, pour promouvoir l'engagement des femmes, pour qu'elles puissent avoir confiance et s'engager. Et la deuxième, pour créer un réseau, parce qu'il me semblait important qu'il y ait ce réseau. Pourquoi je n'irai pas comme présidente ? Parce que j'ai pris des engagements, parce que je suis maire de Tresseptier,
et que je me suis engagée auprès de mes colistiers à ne pas être présidente. Et puis aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui fédère, que je soutiens, et donc pour moi... Alors celui qui fédère, est-ce que c'est Alain Leboeuf, l'ancien député, vice-président du département Les Républicains ? Il y a un premier tour le 20 juin, un deuxième tour le 27 juin. Mais ça sera votre chef de file ou pas ? Nous allons laisser les électeurs s'exprimer. En tout cas, il me semble représenter la majorité départementale de la droite et du centre. Et qui est-ce qui choisit ? Madame Villevoisin, tout mon soutien. Qu'est-ce qui choisit in fine ? C'est Bruno Retailleau, c'est l'homme fort du département, encore qui dit lui, toi tu seras chef de file, toi tu ne le seras pas ? Pas du tout. C'est la personne qui s'est rassemblée, qui s'est fédérée, comme c'est le cas dans les élections municipales. Il y a un premier tour avec une liste, et là c'est un peu différent parce que ce sont des binômes dans un canton, et ensuite cette équipe choisit celui dans lequel elle se retrouve le mieux. En l'occurrence, Alain Leboeuf. Ce sera Alain Leboeuf. Céline, le Rassemblement national, lui, présente des candidats dans tous les cantons. Oui, alors effectivement, Monsieur Fillet, vous présentez des binômes dans 17 cantons. Jusqu'à présent, le Rassemblement national en Vendée fait des scores plutôt importants aux élections nationales, plus récemment aux européennes, mais pas aux élections locales. Vous êtes le seul conseiller municipal de Vendée. Ça peut changer avec ces départementales ? Ça peut et ça va changer. Je suis très confiant. Je pense qu'on a des bons candidats dans tous les cantons. Et le contexte politique fait qu'il va y avoir un sentiment... Alors dans quel canton vous pensez que ça peut basculer ? Je pense que Saint-Jean-de-Mont, c'est prenable. Saint-Hilaire-de-Riez, Challans, c'est possible. Il va y avoir un gros souci sur La Roche parce qu'on en reparlera un peu plus tard. Allez-y. Pourquoi ? Quel souci sur La Roche ? C'est la sécurité. C'est pas une compétence du département, la sécurité. Mais ça peut être une compétence du département en amenant de l'argent supplémentaire pour aider les polices municipales, pour aider les mairies à conjuguer le problème de l'insécurité. Qu'est-ce qui est différent sur ces élections par rapport aux élections municipales où vous aviez des ambitions et vous avez finalement un seul élu ? Les élections municipales, il faut être vraiment implanté dans la ville. Nous, on l'a fait depuis quelques années. On n'a pas l'historique des LR ou même du PS. Donc, évidemment, on progresse. Évidemment, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont sortir du lot et qui vont être connues et reconnues. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Sylviane Bulto, on va regarder la carte politique du département de la Vendée. Un petit îlot rose entouré de bleu. Le risque, en fait, sur ces élections, c'est de perdre le seul canton que vous détenez, c'est ça ? Déjà, si j'en crois votre reportage et les questions que vous posez à Madame Rivière, le résultat est déjà fait. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Non, je dis chef de file. Chef de file pour être président. Chef de file, c'est pas la même chose. C'est ce que je vous poserai la question aussi après, si vous êtes chef de file. Mais on voit bien cette carte politique dans un département qui est quand même majoritaire, très majoritairement à droite. L'enjeu, il est très important. Tout d'abord, je crois que nous sommes tous conscients que la sortie de crise du Covid va faire beaucoup de dégâts chez les jeunes, on l'a déjà vu, chez les personnes en précarité. Et vos ambitions politiques, on va reparler ensuite chez les salariés. Et l'objectif du Rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est bien justement de proposer un projet aux Vendéennes et aux Vendéens pour être un amortisseur de cette sortie de crise. Alors, quelles sont vos ambitions, vous, en termes de canton sur ces élections ? Je crois que quand on se présente à une élection, c'est pas pour se dire je vais perdre ou je vais sauvegarder un canton ou deux cantons par-ci par-là. Non. L'ambition, quand on se présente à une élection, quand on fait un grand rassemblement comme nous l'avons fait et quand nous proposons un programme, c'est une ambition majoritaire. Il faut 9 cantons pour avoir la majorité au conseil départemental. Et voilà, j'ai confiance aussi dans les Vendéennes et dans les Vendéens pour qu'enfin il y ait une alternative, une alternance aussi à une droite omniprésente, omnipotente sur ce département. C'est quasiment un pouvoir absolu. Et vous vous sentez un peu seul au département de la Vendée ? C'est pas facile d'être dans l'opposition, ce n'est jamais facile. C'est d'ailleurs très riche d'enseignements. J'ai eu la chance d'être majoritaire dans d'autres assemblées. Ici, je suis donc avec mon binôme, Monsieur Guéret, et avec Monsieur Racinou, c'est son nom, mon nouveau binôme. Nous serons donc, je l'espère, avec nos autres amis de la gauche et des écologistes majoritaires pour mettre en œuvre ce projet en direction des Vendéennes et des Vendéens. Céline, la République En Marche avait gagné tous les fauteuils de députés en 2017, et là, c'est bien différent. Oui, en effet, donc en 2017, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, Monsieur Henriet, la République En Marche avait réussi en quelque sorte le grand chelem, 5 postes de députés sur 5 sièges à pourvoir. Aujourd'hui, vous présentez un binôme qui est étiqueté la République En Marche. On l'a dit, il y a 4 ans, les candidats se battaient pour avoir l'étiquette En Marche. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Vous avez des sympathisants, mais vous en avez un qui est vraiment identifié. Comment vous expliquez ce recul ?
Alors, c'est pas un recul. D'abord, la politique nationale n'est pas la même chose que la politique départementale et locale. Et comme le disait d'ailleurs le représentant du Rassemblement national tout à l'heure, nous sommes un jeune parti et il faut avoir un ancrage aussi local pour pouvoir prétendre à briguer un canton. Vous auriez pu le construire, cet ancrage, vous auriez pu le construire depuis bien sûr, 2017. Bien sûr, et on a eu l'occasion de le faire lors des élections municipales de 2020, avec parfois des succès, parfois une présence des sur défaites. 3 cantons sur 17, 3 cantons au maximum, vous appelez ça s'ancrer dans un territoire ? Non, parce que là, pour le coup, et pour ce qui concerne les élections départementales, nous ne souhaitions pas, et c'était vraiment voulu de la part du mouvement politique, eh bien, présenter des candidats, quitte d'ailleurs à ce que parfois ce soit des candidats qui ne soient même pas et qui n'habitent même pas le canton dans lequel ils se présentent. C'est le cas du Rassemblement national, bien sûr. Non, et d'ailleurs, attendez, en termes de proximité, on a vu mieux. On parle d'élections départementales. Je vous signale que vous avez le droit de vous présenter dans n'importe quel canton. Je n'ai jamais contesté ce fait. Si, vous venez juste de le faire à l'instant. Non, je vous explique que ce sont des élections départementales. Oui, mais en tout cas, nous, ce que l'on souhaite dans ces élections, c'est justement de pouvoir présenter des candidats là où on est déjà ancré, parce que localement, nous avons des élus, pour pouvoir justement prétendre à faire basculer. Et vous imaginez des alliances ? Des alliances, non, parce qu'on n'est pas sur les élections régionales où là, il s'agit vraiment de choses où les partis s'en mêlent. Là, c'est vraiment des élections cantonales qui restent de proximité et en tout cas, nous y tenons. Par contre, il est vrai que dans d'autres cantons, des cantons où nous ne sommes pas présents, eh bien, nous pouvons soutenir parfois des binômes. On va maintenant parler de vos programmes et de vos priorités pour la Vendée. On va commencer avec une question courte et réponse courte. Isabelle Rivière, votre priorité pour la Vendée, c'est quoi ? Eh bien, vous me permettrez 2 priorités. Oui. La première priorité, c'est évidemment un médecin pour tous les Vendéens. Le département, alors que c'est une mission régalienne de l'État, a souhaité expérimenter des centres Vendée Santé. Donc, première priorité, évidemment, un médecin. On va y pour revenir tous. largement. La deuxième, ce sera le logement. Le logement a des enjeux multiples. Il a des enjeux auprès de nos chefs d'entreprise qui ne parviennent pas à loger leurs salariés, qui ont des problèmes de recrutement. Il a aussi un impact auprès de nos jeunes. Il est important. La particularité de la Vendée, c'est l'accession à la propriété. À la propriété, j'y arrive. Et il est important que nos jeunes puissent rester en Vendée quand ils le souhaitent. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et enfin, évidemment, dans l'une des missions du département, il est aussi dans l'accompagnement du maintien à domicile. 88%. On va reparler de tout ça. Là, ça fait plus. Donc, santé et logement, pour vous, en ce qui concerne les priorités, Absolument. Sylviane Bulto. Les priorités, elles s'inscrivent totalement dans les grandes compétences du conseil départemental. Et la première d'entre elles, c'est tout ce qui concerne les politiques sociales en général, avec bien sûr la santé. Je crois que c'est la préoccupation majeure de toutes les Vendéennes et tous les Vendéens. Mais c'est aussi la présence de services publics. C'est aussi préserver notre environnement, nos paysages, notre biodiversité. Et je crois qu'en la matière, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce département. Vous avez montré qu'il est un grand département touristique, donc il faut vraiment le préserver. Une priorité aussi sur les jeunes qui ont été très abîmés pendant cette crise du Covid. Pour certains qui n'ont pas eu de job, qui ont perdu leur travail. Voilà, notre priorité, c'est l'humain, c'est le bien-être. En anglais, on dit l'environnement. On dit le care. Et l'humain, voilà, dans tout son environnement, justement, qu'il soit naturel ou qu'il soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, chez lui, dans sa famille. Alors, je vois que vous englobez beaucoup de choses dans les priorités. Une priorité, Pierre Henriet, pour La République En Marche, dans le département. Il y en a donné, effectivement, c'est celle de la compétence sociale, puisque c'est la principale compétence du département. Et on l'a vu, effectivement, en sortie Plus de social ? Ça ne veut pas dire plus social, ça veut dire comment évoluer les prestations sociales par rapport à la fois à la situation économique qui est très forte, et ça a été rappelé dans le propos introductif sur le département de la Vendée, et puis faire évoluer les prestations sociales, c'est également s'adapter, notamment en après-crise, à ces personnes qui sont sorties du giron de ces aides sociales, qui n'ont pas pu être
indemniser ou en tout cas aider suffisamment. Mieux détecter les besoins au niveau du social. Et justement, à cause des lois que vous votez, Monsieur Henriet, on peut constater qu'aujourd'hui, la réforme du chômage va laisser beaucoup de personnes sur le carreau en termes d'ACEDIC. Pas du tout. La réforme des allocations logement fait aussi beaucoup de Pas du dégâts, tout. et notamment chez les personnes défavorisées et chez les jeunes. Donc, je crois qu'effectivement, oui, les politiques sociales, il va falloir ajouter quelques millions parce que, à cause de votre politique et de vos décisions, Écoutez, il y a en tout des cas, gens j'ai qui été sont très de plus en heureux. plus en précarité. J'ai été très heureux l'été dernier de pouvoir voter la création de la 5e branche autonomie de la sécurité sociale, ce qui était d'ailleurs on va revenir en compétences en 2012. Et aux priorités pour le département. Jean-Patrick Fillet, vos priorités pour ce département, votre priorité? Alors, ma priorité, c'est le retour des 90 km/h sur les routes de Vendée. Parce que j'en ai marre qu'on emmerde sans arrêt les Français et les Vendéens. Voilà, c'est tout. Oui, pour le coup, les routes, c'est une pleine compétence du département. Donc, les 4800 km de routes, vous les mettez à 90. Alors, en coordination avec la gendarmerie, on regardera s'il y a des endroits où on doit réduire en fonction du nombre d'accidents. Mais la route, par exemple, entre La Roche-sur-Yon et la Motte-à-Char, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas à 90 km/h. Et pourtant, les chiffres de la sécurité routière, vous le savez aussi bien que moi, ils sont très mauvais en Vendée. Oui, mais ce n'est pas à cause de la vitesse, simplement. Le problème, c'est ça en fait partie, c'est une des causes. Bien sûr, c'est une des causes, mais il y a l'alcoolisme et puis aussi il y a la consommation de cannabis. Mais on rajoute au risque. Si on ajoute de la vitesse, on rajoute au risque de. Oui, mais les accidents, ils ne sont pas à 90, entre 80 et 90, c'est au-delà des 90 km/h. C'est là le problème. Sur les 854 millions d'euros de budget, le département, en tout cas, on consacre 308 millions pour les actions sociales et les actions de solidarité. C'est plus de 40% du budget et c'est la compétence essentielle du département, Céline. Oui, absolument. Le social, on dit que c'est le premier métier d'un conseil départemental, alors avec des missions variées, pour accompagner les habitants de la petite enfance au grand âge, en passant par exemple, l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés, les aides aux personnes en situation de handicap, et j'en oublie. C'est vraiment la plus grosse part du budget qui est consacrée au social. En 2021, en Vendée, vous l'avez dit, les élus ont voté 308 millions d'euros pour la seule année 2021. Ça représente 44,3% du budget global du département. Et je note aussi qu'il y a peu d'allocataires du RSA en Vendée. Ils sont à peine plus de 8 000 sur, donc on l'a dit, un chiffre de population de 680 000 habitants. C'est un chiffre 8 000 qui a un petit peu augmenté après la crise sanitaire de 13% environ, ce qui est moins que certains départements. Alors, quelle priorité pour le social, Isabelle Rivière? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en exergue, effectivement, ce pourcentage d'allocataires du RSA qui a augmenté pendant la crise? Vous en faites quoi? Écoutez, déjà, à travers, évidemment, la présentation que vous avez pu faire de la Vendée, il y a déjà presque toutes les explications. La première, je pense qu'un budget il doit forcément s'adapter aux réalités d'un territoire. Le diaporama nous a montré, le département de la Vendée, c'est le deuxième département touristique en France, 10 000 emplois créés. Le département de la Vendée, il s'illustre, et vous l'avez aussi souligné, par des entreprises, par des commerçants, par des agriculteurs, et Madame Bardy l'a précisé, en ne citant pas que le département de la Vendée est le deuxième département en France à avoir le moins de bénéficiaires du RSA. Il y a eu effectivement un petit peu de hausse dans le cadre de la pandémie, nous y avons fait face. Monsieur Henriet disait tout de suite qu'on n'avait pas détecté toute la misère pendant cette crise. Est-ce que vous êtes d'accord et comment faire? Non, pas du tout. Quelles ont été les priorités du président Auvinet et des élus pendant cette pandémie? Eh bien, ça a été grâce d'ailleurs à une gestion saine des finances du département, de pouvoir débloquer 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour pouvoir accompagner effectivement les personnes à domicile, pour pouvoir également mettre des masques au niveau donc des habitants. On va faire tourner la parole. Et bien encore d'autres éléments. Mais ce qui est important, et je voulais le souligner, c'est aussi par rapport à cet équilibre qu'il y a avec l'économie. Et d'ailleurs, il a été vraiment institué un secours d'urgence. L'ensemble des élus ont permis de mettre cette commission de. Vous êtes d'accord avec ces secours d'urgence et cet argent supplémentaire qui a été voté? Ça suffit? 3,5 millions quand même d'euros
qui ont été versés pour les commerçants, les agriculteurs. Laissez Monsieur Henriet répondre. Si je peux compléter le propos de Madame Rivière. D'abord, je salue l'engagement qu'a pris le département dès le début de la crise, en complément, bien évidemment, des mesures principales qui ont été mises en place par l'État. Donc un blanc-seing pour le département ? Pas un blanc-seing, parce que, on l'a vu, il y a quand même des personnes qui ont été laissées pour compte. Je pense notamment aux chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, le département a souhaité, et d'ailleurs j'étais présent aux côtés d'eux, même si ce n'est pas la compétence du département, d'avoir un plan de financement social pour des indépendants qui ont des petites structures et qui, au début de la crise, ont vécu une situation qui était très difficile. C'est plutôt dans ce sens-là que j'évoquais les carences. Jean-Pierre, aujourd'hui, Monsieur Henriet. Jean-Patrick Fillet, vous permettez, Jean-Patrick Fillet, vous dites que le département pourrait faire mieux. Je vous voyais hocher de la tête quand Madame Rivière parlait. Oui, on pourrait déjà commencer par les masques qui ont été distribués, sont simplement des raisons électoralistes, parce que je vous invite à regarder mon compte Twitter, vous mettez le masque, je prends mon briquet et je souffle à travers. Voilà, le résultat, c'est... Vous voulez dire quoi ? Je veux dire que c'est les moments des élections. Alors tout le monde fait de la propagande au sujet du Covid, etc. Mais c'est pas ça la réalité du social. C'est pas le moment des élections, monsieur. Mais si, c'était bien avant. Alors, vous dites le département peut faire mieux. Qu'est-ce qu'il peut faire mieux au niveau du social ? Déjà, plus d'argent ? Non, pas plus d'argent. Le problème, c'est l'EHPAD. Les EHPAD en Vendée, ça coûte très, très, très cher. Vous savez, le prix moyen d'une EHPAD en Vendée ? Aujourd'hui, c'est 1658 €. L'EHPAD la plus chère, c'est 3722 € au Château d'Olonne. Donc plus d'argent pour les maisons de retraite médicalisées, les EHPAD ? C'est déjà baisser le prix pour le patient. Parce que personne avec une retraite d'agriculteur peut se permettre de payer 3722 €. C'est pas possible. Donc il va falloir développer l'aide à domicile encore plus que ça a été fait. C'est vrai que le département a fait des efforts à ce sujet. Les chiffres que vous citiez, c'était pas moi. Non. Et donc plus de maintien à domicile. Oui. Sylviane Bulto, sur le social, qu'est-ce que le département fait bien ou pas bien ? Effectivement, durant la pandémie, il y a eu cette aide d'urgence exceptionnelle que nous avons votée à l'époque avec Stéphanie Barra, qui était mon binôme, parce que l'urgence, tout simplement, commandait de pouvoir aider. Tout le monde était d'accord. De pouvoir aider les gens, de pouvoir aider les entrepreneurs, de pouvoir distribuer des masques, etc. Cependant, si on regarde les chiffres encore aujourd'hui, donc la part du social, c'est 44%. La moyenne en France, c'est 55%. Donc voilà, il en manque un petit peu. Nos voisins de Et vous les mettez où alors ? Nos voisins de Loire-Atlantique, ils sont même à 60%. Écoutez, par exemple, cette semaine, il y aura une grève au foyer départemental de l'enfance. Il y a actuellement des personnels en souffrance extrême dans tous ces lieux de vie qui accueillent les enfants placés par les juges. Je crois qu'il va falloir réfléchir sérieusement à pouvoir créer de nouveaux postes pour ces éducateurs, à pouvoir créer des amortisseurs sociaux. Combien de postes, selon vous ? Alors, combien de postes, tout ça, il faudra l'évaluer. Moi, par exemple, sur mon canton, je voulais proposer 4 postes d'éducateurs, mais là, pour le coup, en proximité, sur le terrain. Donc, il y a des choses à faire sur le terrain, il y a des choses à faire dans les accueils, dans les lieux de vie. L'aide à domicile, Madame Rivière en a parlé, vous avez dit que dans notre département, les personnes de plus de 60 ans, c'était bientôt majoritaire, les personnes aussi de plus de 75 ans, donc on va tous aller vers moins d'autonomie. Les aides à domicile, nous en avons besoin. Donc le maintien à domicile aussi. Durant cette campagne, avec mon binôme, nous avons rencontré les grandes associations d'aide à domicile du département, les associations historiques comme la DMR. Aujourd'hui, le compte n'y est pas et loin de là. Donc là aussi, il va falloir faire des efforts financiers sérieux. L'autre question majeure qui intéresse les Vendéens, c'est celle de la santé. Témoin, ces réactions recueillies dans la rue. Les médecins, il n'y en a pas assez. En Vendée, moi je trouve qu'il y en manque, je ne sais pas ailleurs dans la Vendée, mais je pense que c'est un peu critique. Il manque un peu de tout. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui cherchaient des dermatos, des gynécologues. Le gros problème actuellement, c'est que nos médecins sont partis à la retraite, les remplaçants ne sont pas là et malheureusement, pour se faire réintégrer dans d'autres cabinets, ils ne veulent pas de patients nouveaux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous me direz, il y a toujours la solution d'aller aux urgences. Effectivement, il y a toujours un interne qui peut nous recevoir, mais c'est quand même très inquiétant de ne pas avoir un médecin traitant comme on avait depuis des années. Alors, ce que dit cette dame est effectivement une bonne illustration de ce qui est la situation en Vendée en matière de population médicale. Le département est bien moins doté que la moyenne des Pays de la Loire, avec 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants. C'est 8,7 au niveau régional, 9,2 au niveau national.
Alors pourquoi on parle donc de la santé dans ces élections départementales ? Eh bien parce qu'en 2019, donc l'actuelle majorité de droite a décidé de salarier des médecins généralistes dans des lieux repérés comme prioritaires par l'Agence régionale de santé, en l'occurrence dans 2 maisons à Saint-Hermine et à Moutier-les-Mauffais. Lors du vote du dernier budget 2021, la possibilité d'ouvrir un 3e centre a été évoquée, mais ça, ce sera pour la prochaine majorité d'en décider. Alors, Madame Rivière, si votre majorité est réélue, ce sera où ce 3e centre Vendée Santé ? Moi, je ne m'autoriserai pas à vous le dire, Madame Bardy. Ce qui est sûr, c'est que... Et pourquoi donc ? Parce que ce sera la majorité, en tout cas l'ensemble des élus, qui pourront effectivement réfléchir à ça. Vous avez bien déterminé des zones déjà. Écoutez, aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment saluer le courage qu'ont eu les élus, et ça s'est fait également à l'unanimité dans notre hémicycle, de pouvoir prendre à bras-le-corps le problème de la médecine. C'est quand même une mission régalienne de l'État, la médecine. Qu'est-ce qu'a fait le département ? Il a souhaité, effectivement, entendre cette difficulté. Et lorsqu'on est élu, comme moi, maire, la première des choses qu'on demande, c'est, quand on vient s'installer chez vous, c'est « Madame le maire, est-ce que je vais avoir un médecin ?» C'est ça la priorité. Donc qu'il s'installe dans un endroit ou d'un autre, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'effectivement le département ait pu s'attacher à entendre les préoccupations. Il fonctionne bien ces deux centres. Fonctionne très bien. 5000. Pas du tout. Alors, 5000. Permettez-moi. Ça termine. Vous verrez, il y a 2 médecins qui sont partis récemment parce que le salariat n'attire pas les professions libérales. Laissez-moi, Monsieur Henry, allez-y. Simplement, sur une des 2 maisons médicales qui se trouvent dans ma circonscription, nous avons eu le départ récemment de 2 médecins généralistes. Donc vous dites que c'est pas la bonne solution, ces maisons de santé ? Vous proposez quoi ? Non, je trouve que l'idée est bonne, mais simplement... c'est faux. Vous allez répondre après. Si je peux terminer. Vous pouvez. Simplement, le salariat n'est pas forcément la priorité parce que le salariat n'attire pas forcément les professions libérales qui sont des indépendants et qui souhaitent s'installer sans des contraintes. Ce qu'il faut travailler surtout, et j'attire votre attention là-dessus, c'est l'attractivité du territoire. Et donc ça veut dire bien évidemment porter des projets de maisons médicales quand c'est nécessaire, mais aussi travailler le lien avec les centres hospitaliers, parce qu'il y a un vrai déficit également avec les spécialistes. Rapidement, en réponse à ce que disait M. Fier, rapidement. Oui, très rapidement, je ne peux pas laisser lire ça. Il y a 2 jeunes médecins qui viennent de s'installer à Saint-Hermine. Peut-être vous avez un peu de décalage dans vos informations. Vous interrogez M. Philippe Barré, qui est le maire de Saint-Hermine, il dira que ce que je dis est la vérité. Pour l'instant, c'est pas signé. Sylviane Bulto, c'est la bonne solution, ces maisons de santé, ou il faut autre chose ? Mais pour ces problèmes de santé, il faut un bouquet de solutions. Donc effectivement, des maisons pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles de santé, des installations, du soutien. Nous, on propose un bus de la santé pour en itinérance, pour pouvoir aller vers les populations peut-être qui sont les plus en difficulté, qui sont les plus reculées, si j'ose m'exprimer ainsi. Il faut aussi une solidarité entre les cantons. Il ne faut pas que chacun fasse dans sa communauté de communes, dans sa commune. Par bassin de population, il faut réfléchir. Mais on aura beau mettre quelques millions sur la table, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord là-dessus, tous les départements le font. Il y a un problème de fond, c'est que les médecins formés et qui sortent de fac de médecine, ils ne viennent pas s'installer comme généralistes, ni dans notre Vendée, ni dans la Creuse, ni ailleurs. Donc le problème de fond, monsieur le député, c'est au gouvernement de le régler. Bien sûr, et d'ailleurs on le fait actuellement. On a supprimé le numerus clausus, là où vous n'aviez pas pris vos dispositions en 2012. Il faudra quelque part demander à tous ces médecins de venir s'installer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Jean-Patrick Fillet, il faut demander aux médecins de venir s'installer dans le département de la Vendée ? Alors, vous pouvez installer 20 maisons de santé. Le problème, c'est trouver les médecins. Et comment on les trouve ? Il va falloir aller à la faculté, il va falloir aller dans les universités, faire la promotion de venir en Vendée, de s'installer en Vendée. Ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez rapidement ? Proposer aux femmes qui veulent venir s'installer aussi des horaires. Parce que le problème de maintenant des femmes médecins, c'est qu'elles veulent avoir une famille. Et donc, commencer à 7h30, 8h le matin, finir à 22h, c'est compliqué. Donc, il va falloir trouver des solutions pour leur permettre de travailler à des horaires normaux. Deuxième thématique, deuxième gros budget pour la Vendée. Il faut qu'on avance, sinon on n'aura pas de temps pour les autres thématiques. Céline, ce sont les infrastructures, 25% du budget du département.
Oui, on a parlé tout à l'heure du social comme le premier métier du département. Eh bien, le deuxième, ce sont les infrastructures, c'est-à-dire les routes. Le conseil départemental a la charge de 4800 km de routes, mais aussi les collèges, les ports. Et avec les communes et d'autres financeurs, le conseil départemental investit aussi pour le très haut débit pour tous. Ce sera fait en 2023 pour la Vendée. Pour revenir aux routes, il y a un dossier qui n'a pas avancé pendant ce mandat, c'est celui de l'alternative à l'A831. L'A831, c'est le nom de cette autoroute qui devait relier le sud Vendée à la Charente-Maritime et que Ségolène Royal, alors ministre de François Hollande, a décidé d'abandonner pour préserver le marais Poitevin. Isabelle Rivière, c'est le regret de ce mandat, Yves Auvinet l'a dit. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire de plus si jamais votre majorité est réélue sur cette question-là ? Bien, écoutez, vous l'avez dit, Madame Bardy, le président Auvinet et d'autres présidents regrettent que cette autoroute A831 ne puisse avoir lieu. On nous propose et on attend donc une alternative et la majorité départementale autorisera, en tout cas réfléchira à cette alternative à 2 conditions. La première, c'est que l'État nous rassure sur la faisabilité environnementale. Et puis la deuxième, qui est essentielle, c'est aussi que l'État participe évidemment financièrement à ces études. Donc la balle est dans le camp de l'État, elle n'est pas dans le camp du département, c'est ce que vous dites. Absolument. Pour désenclaver le sud Vendée, Pierre Henriet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, j'ai eu l'occasion effectivement avec le président Auvinet de travailler sur ce sujet depuis 2017, en rappelant d'abord effectivement que la déclaration d'utilité publique s'est arrêtée en 2015 et donc le projet de la 831 a été définitivement Qu'est-ce qu'on fait abandonné. Aujourd'hui ? On fait une alternative, une autre route ? Ça veut dire penser d'abord la priorité, c'est-à-dire voir où sont les situations de blocage, là où le trafic est le plus difficile, et je pense notamment au contournement de Maran, qui concerne à la fois une partie de la Charente-Maritime. Vous avez dit que ça a été abandonné en 2015, on est en 2021, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'alternative, pas d'études ? Il y a des alternatives, des études sont en cours. Jusqu'à présent, le département avait refusé une première alternative qui avait lieu en 2016. Nous avons retravaillé sur le sujet, mais la problématique quand même, c'est qu'un sujet de 2 fois 2 voies coûterait environ 720 millions d'euros hors taxe. Est-ce qu'il faut mettre 720 ce qui représente quand même une somme colossale. Et donc, dans tous les cas, à mon sens, et c'est aussi important que le département se positionne sur ce sujet, de prioriser sur d'abord des contournements, des déviations, là où le trafic est le plus important. Je pense à la 137 notamment. Sylviane Bulteau, 720 millions d'euros, c'est effectivement très important. Le département n'en a pas les moyens. Je crois qu'on ne peut pas dire à la fois ici aujourd'hui la priorité c'est les politiques sociales et on va mettre 700 millions, enfin pas le département mais globalement de l'argent public, de toute façon c'est la même chose sur une autoroute. Ce vieux projet il n'a pas pu se réaliser. C'était à l'époque il y a eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, des présidents. C'est Ségolène Royal en 2015 qui l'a abandonné. Bruno Retailleau, etc. Donc c'est pas juste Ségolène Royal. Je crois que personne, sérieusement, au final, n'a voulu engager ce genre de travaux. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, elle traverse le marais Poitevin. Mais aujourd'hui, tout le monde a pris conscience. Moi aussi, à un certain moment de ma vie politique, je suis allée militer pour cette A831. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience, et puis beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi, que préserver notre environnement, notre biodiversité, nos paysages, c'est plus important que de créer des routes. Pourquoi pas imaginer... Il y a un enjeu de désenclavement quand même pour le sud Vendée. Pourquoi pas imaginer à ce moment-là un désenclavement davantage ferroviaire ? Bon, là aussi, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la réflexion. Je crois que l'autoroute, ce n'est pas ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, c'est un projet inutile. Jean-Patrick Fillet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une nouvelle route ? Alors d'abord, il faut arrêter les projets politiques, parce que ce projet, il n'est pas demandé par la population, il a été demandé par les élus. Et donc, quand vous savez que pour faire Fontenay-Rochefort, ce qui était quand même assez rare, parce que les gens de la 5e circonscription ne vous parlent pas vraiment d'une liaison entre Fontenay et Rochefort. S'ils prennent l'autoroute normalement, c'est un gain de 11 minutes. Alors si on en est à 11 minutes pour, à l'époque, en 2011, dépenser donc pas de nouvelle route. 10 millions, non. Le ferroviaire, c'est la priorité. Et c'est pas le ferroviaire, c'est la région et c'est pas le département. Oui. Autre dossier sensible, celui du port de Bretignolles, un dossier porté par la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais qui est soutenu par le département. Isabelle Rivière, vous continuez de porter et de financer en partie, de soutenir ce projet depuis 2003 aujourd'hui, ce projet de port ?
Peut-être une rapide genèse, Madame Villevoisin. Très rapide. La première, c'est que ce projet, il a été pensé par des élus qui ont été élus démocratiquement. Le président Auvinet a soutenu, a accompagné, parce qu'il était effectivement soutenu par... On rappelle que c'est un port de plaisance. Hein. Aujourd'hui, si la nouvelle majorité retravaille son projet, le département, la majorité départementale sera autour des élus, parce que ce sont les élus qui ont la charge de leur territoire. C'est pas le contribuable qui doit décider de cette histoire-là. Franchement, il faudrait bien faire un référendum pour qu'une fois pour toutes, en Vendée, on décide si on veut investir autant d'argent sur un port qui va coûter 41 millions. Et vous nous dites que c'est les élus, mais c'est les élus de Bretignolles qui l'ont fait. Et ensuite, c'est passé à la communauté. Donc vous dites, il ne faut pas soutenir ce projet? Ben non, c'est stupide, c'est de l'argent gâché, c'est pas possible. Pour un port de plaisance, il n'y a même pas de port de pêche. Ça ne va pas faire aider les marins pêcheurs. Sylviane Bulteau, vous en pensez quoi sur le plan écologique, sur le plan financier? Aucun projet en contradiction aujourd'hui avec les plans climat. Vous l'avez dit, là encore, un projet qui date de 2003, qui n'a jamais réussi à voir le jour. Donc, il y a bien quand même des causes à ce que ça ne puisse jamais sortir. Et puis aujourd'hui, il faut aussi revoir comment les gens font de la voile, font la plaisance, comment ça se passe. Il y a peut-être d'autres alternatives avec des ports à sec et puis de la location de bateaux. Enfin, on ne finance pas chacun, moi je n'en ai pas, mais pour ceux qui ont des bateaux, un anneau dans son port, c'est plus comme ça. Mais le tourisme aussi a évolué. Donc je crois que tout ça sera à repenser. Mais nous sommes contre. C'est plus un projet de notre temps. Pierre Henriet, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il faut d'abord faire confiance aux élus locaux qui savent ce qu'il y a le mieux à faire pour leur territoire, parce qu'ils le représentent. Et en l'occurrence, il a été défendu jusqu'à la précédente mandature. Ensuite, ça a été d'ailleurs un vrai sujet de débat lors de la dernière élection à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles, parce que aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que ce projet ne répond pas forcément à l'ensemble de l'enjeu environnemental. Si vous êtes élu, vous ne financez pas. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement, il y aura sûrement une révision à faire sur un projet qui soit respectueux des normes environnementales du littoral. Dernière thématique que nous allons aborder dans ce débat, la culture et l'événementiel. Céline, les grands événements, c'est la marque de fabrique de ce département de la Vendée. Et on passe notamment au Vendée Globe, évidemment. Oui, en effet, effectivement, sur ce dernier mandat 2015-2021, il y aura eu donc 2 Vendée Globe, un tous les 4 ans, et un grand départ du Tour de France en 2018. Les événements, ces grands événements, en fait, ils donnent de la visibilité au département qui est très touristique, le 2e de France par le nombre d'hébergements qu'il propose, et où le tourisme est la première économie en matière de chiffre d'affaires. Alors, ces grands événements, en termes de budget, qu'est-ce que ça représente? Pour le Vendée Globe, le conseil départemental est actionnaire majoritaire d'une SEM, une société d'économie mixte qui mêle à la fois partenaires publics et privés. Très concrètement, pour le conseil départemental, c'est un budget de 5 millions d'euros sur 4 ans. Et si on parle du grand départ du Tour de France, en 2018, pour 2 étapes en Vendée et un grand départ à Noirmoutier, pour lequel ont contribué d'autres financeurs, ce qui est resté à la charge du conseil départemental, c'est 1 250 000 euros sur 2 ans. Donc, à titre de comparaison, et même si évidemment le contenu des missions est absolument incomparable, on parlait tout à l'heure du social par exemple, c'est 308 millions d'euros pour la seule année 2021. Monsieur Fillet, vous avez parlé de fiasco du Vendée Globe 2021. Alors si le Rassemblement national est élu, plus de Vendée Globe et plus de Tour de France en Vendée ? Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je suis un amoureux du Vendée Globe. J'ai dit que faire le Vendée Globe en 2020, c'était une aberration la plus totale. On a repoussé les Jeux Olympiques, on a repoussé l'Euro. Il fallait le repousser ? Mais bien sûr, il fallait le repousser. Même celui qui a gagné le Vendée Globe, il a dit le constat. On est parti, il y avait personne. On est arrivé, il y avait personne, et on a fait la fête, il y avait personne. Et le village qui a été fermé un jour après son ouverture. Non, pas un jour après son ouverture. Non, pas un jour après son ouverture. Ou quelques jours après. Non, ça va être un fiasco. Quelques jours, 3 semaines. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et le déficit. Et je ne parle pas aussi ça en rapporte aussi beaucoup, Monsieur Fillet, vous êtes d'accord avec ça? Ça ne rapporte rien du tout. Il y a eu zéro retombée économique sur la ville des Sables-d'Olonne. D'ailleurs, ils le disent, d'habitude, c'est 35 millions de retombées économiques. Là, il y a eu 0. Il n'y a pas eu de restaurant ouvert, il n'y a pas eu de bar ouvert et il n'y a pas eu d'hôtel ouvert. Alors, elles sont où, les retombées économiques? Isabelle Rivière, il faut moins financer le Vendée Globe? Je ne peux évidemment pas laisser dire ça. Tout d'abord, effectivement, il y a eu cette
édition particulière, mais qu'est-ce qu'elle a fait rêver nos enfants, nos familles. Dans chaque classe vendéenne, il y avait des enfants qui suivaient cette course. Donc l'engouement était sans doute différent, mais il était là. Et quand vous dites qu'il va y avoir un fiasco, mais il y a eu la semaine passée le conseil d'administration de la SEM, et l'exercice est excédentaire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que le Vendée Globe ? Le Vendée Globe, c'est 269 millions d'euros de retombées médiatiques. C'est l'image de la Vendée qui va dans 190 pays. Mais au-delà encore de tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est des habitants, des Vendéens et des Vendéennes qui vibrent autour de cette course, qui est la plus grande course au monde et qui est portée par les Vendéens et les Vendéennes. Sylviane Bulteau, vous dites, vous, qu'il faut garder le Vendée Globe, évidemment, qu'il faut le financer, mais vous aimeriez avoir les vrais chiffres, c'est ça ? Oui, parce que vous parlez de la société d'économie mixte, donc là, peut-être qu'il y a 5 millions, mais à côté, le conseil départemental finance sur d'autres lignes budgétaires des actions de communication diverses et variées, et je crois qu'on peut rajouter allègrement 3 ou 4 millions. Donc moi, ce que j'aimerais faire, et nous aimerions faire si nous étions en situation de majorité, d'abord c'est un audit sur le coût réel du Vendée Globe, parce qu'il faut quand même être sérieux. On est sur de l'argent public, on est dans une société d'économie mixte, alors à ce moment-là, on pourrait peut-être réfléchir à inverser et que la part privés prennent de plus en plus sur la part publique pour diminuer l'investissement de l'argent public dans le Vendée Globe. Et puis, maintenant, c'est un événement installé. Je ne sais pas si la Vendée a encore besoin du Vendée Globe pour être attractive. Elle est connue maintenant dans le monde entier. Voilà, donc un département qui se paye une course au large tous les 4 ans, je ne sais pas s'il en existe d'autres, avec de l'argent public. Il y a trop d'argent public et il faut un audit. 30 chefs d'entreprise participent à la SEM. C'est ça aussi la Vendée. La Vendée, c'est ce partenariat public-privé. Mais le privé, eh bien voilà, c'est ça, des collectivités, le conseil régional. Pierre Henriet, qu'est-ce que vous en pensez ? Plus de part du privé, un audit ? Déjà, la part du privé, effectivement, déjà très importante au sein du Vendée Globe, au travers de l'ensemble des partenariats et souvent en plus d'entreprises vendéennes locales qui leur permettent à elles aussi de s'exporter. Et moi, je m'en suis rendu compte notamment depuis 2017, depuis que j'ai la chance d'être député de la Vendée. Je peux vous dire, à la fois sur le plan national, mais aussi international, la reconnaissance qui est faite par justement cet événement majeur. Et donc, je crois qu'au contraire, il faut pouvoir le continuer. Donc vous maintenez en l'état actuel. Parce que le maintenir, ça veut dire... D'accord, mais vous dites, c'est bon, ça suffit, on connaît la Vendée. Mais d'abord, il y a d'autres générations qui arrivent, d'autres entreprises aussi qui évidemment, souhaitent... vous venez de le dire. Mais simplement... 56% appartient rapidement pour qu'on puisse continuer le débat. De la Loire. Ça fait 68. Vous prenez ces 68, vous en gardez les 20. Vous mettez 48% en vente pour les actionnaires vendéens, que ce soit les particuliers qui achètent les actions et qui sont actionnaires. Et vous mettez Jean Lecam, président du Vendée Globe. Comme ça, vous n'avez plus de conflit d'intérêts. C'est Jean Lecam qui décide des finances du département. En plus, il n'est même pas vendéen, Jean-Patrick Thiers. Il nous reste 10 minutes d'émission. La Vendée dispose aussi de nombreux sites historiques et culturels. 7 sites d'un complexe, le Vendespace, capable d'accueillir jusqu'à 4900 personnes. Ces équipements doivent-ils rester dans le giron du département ? Faut-il une délégation de service public ? Faut-il privatiser ces équipements ? Isabelle Rivière. Écoutez, à l'image du Vendée Globe, le département, effectivement, a dans son giron ce Vendespace. C'est quoi le Vendespace ? Le Vendespace, c'est accueillir des associations sportives, culturelles. C'est 1 million de visiteurs depuis sa création. C'est permettre aux Vendéens et Vendéennes d'avoir à La Roche-sur-Yon, de ne pas aller... Donc ça doit rester l'équipement du département. C'est l'équipement qui est structurant pour la culture. Et puis c'est aussi, pas que ça, la culture vendéenne, c'est aussi l'ensemble de nos sites patrimoniaux. C'est aussi une école du patrimoine. C'est tout ça, la Vendée. Donc oui, la Vendée, elle s'honore d'avoir un équipement comme le Vendespace parce qu'elle permet aux Vendéens et Vendéennes de venir assister à des spectacles et de pouvoir avoir cet équipement pour pouvoir, au niveau des associations, organiser de grandes manifestations, notamment sportives. Sylviane Bulteau, est-ce qu'il faut privatiser, au moins en partie, ces équipements ou pas ?
En tout cas, ce qu'on a vu dans ce mandat, c'était la suppression des intervenants musique et danse dans les collèges pour nos petits Vendéens. Et pendant ce temps-là, il y a quelques millions dans le fonctionnement du Vendespace. Peu importe. Donc il faut rééquilibrer les budgets, c'est ce que vous dites ? Il est là, effectivement, autant qu'il profite aussi aux plus petites associations, aux plus petites troupes de théâtre. Et je crois qu'avec cette sortie de crise, justement, nous pourrions faire des appels à projets pour que les artistes, qui eux aussi ont tant souffert et souffrent encore pendant cette crise, puissent répondre à ces appels à projets et que la culture soit davantage diversifiée, qu'elle soit mieux répartie sur tous les territoires et que ce ne soient pas toujours les gros équipements et les gros événements qui récoltent le plus de subventions dans le département. Jean-Patrick Fillet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est là, on ne peut rien faire d'autre. Maintenant, on est obligé de le garder. Donc, moi, je propose qu'on fasse quelque chose pour attirer les jeunes, en réalité, parce que les jeunes sont un peu les oubliés de cette histoire. On pourrait faire des courses de drones à l'intérieur. Il y a un championnat qui se fait dans le monde entier et qui attire des milliers de spectateurs. On pourrait faire aussi de l'e-sport. Donc, développer encore le tourisme. Développer encore le tourisme et, en plus, attirer une jeunesse, parce que l'e-sport, c'est devenu maintenant un sport à part entière. Et je pense que ça attirerait beaucoup de gens. Pierre Henriet, est-ce qu'il faut une délégation de service public sur ces équipements ou il faut les garder en l'état ? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la part du conseil départemental d'avoir une programmation culturelle, artistique qui est à la hauteur des grands événements. Et donc, pour avoir des grands événements, il faut avoir une capacité qu'a le Vendespace. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Là, vous êtes tous d'accord, finalement. Oui. Il nous reste quelques minutes pour une série de questions courtes, réponses courtes. C'est notre rubrique pour ou contre. C'est parti. Pour ou contre un nouveau collège à La Roche-sur-Yon, Sylviane Bulteau? Un nouveau collège public dans le Pays lyonnais. C'est sur ce sujet-là que je me bats depuis quelques mois avec mon binôme. Les effectifs explosent dans les collèges de La Roche-sur-Yon. On pourrait revenir sur les chiffres. Et la communauté scolaire s'inquiète vivement. Et donc, elle réclame ce collège public. Alors, je crois que n'importe quelle commune de l'agglomération de La Roche-sur-Yon serait heureuse d'accepter ou d'avoir sur son territoire un équipement structurant comme un collège public. C'est urgent. C'est urgent, nécessaire, Isabelle Rivière, un nouveau collège à La Roche-sur-Yon? Écoutez, on n'a pas la même gestion en fait du dossier que Madame Bulteau. Ce que nous travaillons, nous, c'est évidemment avec la direction académique, parce que les enfants qui rentrent en 6e, c'est ceux qui sont rentrés en maternelle et en primaire. Aujourd'hui, un travail est fait avec la direction académique, peut-être un chiffre, 2900 places au niveau des collèges lyonnais. Oui, non, est-ce qu'on a besoin d'un collège? 2700 élèves. Donc sans doute d'abord un travail de sectorisation et ensuite un travail qui est fait avec la direction académique. Mais pas pour tout de suite. Jean-Patrick Fillet. Le coût de la démographie, on nous le fait depuis 30 ans. À ce compte-là, on n'aurait jamais eu de collège à la Motte-à-Char, on n'aurait jamais eu de collège à Belleville, on n'aurait jamais eu de collège à Talmont-Saint-Hilaire. Il nous reste 5 minutes de débat, il faut que les autres puissent aussi s'exprimer. Ce territoire. Et vous nous dites dans vos reportages que la Vendée est attractive. On le voit dans ma rue, les maisons sont en train de se vendre à des familles. Jean-Patrick Fillet viennent avec leurs enfants à La Roche-sur-Yon. Jean-Patrick Fillet, pour ou contre un nouveau collège à La Roche-sur-Yon? Mais je pense que la priorité, c'est un collège à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Parce qu'il y a un vrai problème. Aussi un à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Madame Bulteau, laissez Monsieur Fillet parler. Poiré-sur-Ville, ils sont demandeurs aussi. Pierre Henriet, où est-ce qu'on met ce nouveau collège? À La Roche-sur-Yon ou ailleurs? Non, mais ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est l'évolution démographique scolaire. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est sur le secteur lyonnais que le sujet se pose. Donc, il faut pouvoir répondre à ces emplacements, non pas parce que vous êtes à proximité et qu'on voudrait un collège. Évidemment, tout le monde voudrait un collège. Il faut regarder la démographie dans son ensemble sur le département. Demandez à Madame Barly si c'est moi qui veux le collège, parce que apparemment les professeurs, ils en veulent, ils en ont marre d'être dans du fabriqué. Madame Barly n'est pas candidate. Voilà, c'était ma réponse. On va parler des éoliennes. Pour ou contre de nouveaux projets en Vendée, Madame Rivière? Écoutez, là encore, la majorité départementale est pour un éolien concerté et une obligation que l'élu, le maire, soit autorisé dans le cadre donc des documents d'urbanisme. Et là, on attend que l'État puisse le mettre dans les PLU, les PLUI, les PCAET. C'est ça qui est important. Ça c'est très complet. Les plans locaux d'urbanisme. Ce qui est important, c'est que l'élu qui a cet ancrage local puisse décider. Et puis aussi que, évidemment, les riverains puissent être concertés sur l'implantation d'éoliennes. Plus d'éoliennes, Sylviane Bulteau?
Si on veut faire de la transition énergétique, effectivement, il faut trouver d'autres solutions que l'électricité de centrales nucléaires, que le pétrole, etc. Mais là, je suis d'accord avec Madame Rivière. Il faut que ce soit quand même des projets concertés pour qu'ils soient acceptés par la population et puis que les élus aussi soient dans cette dynamique. Jean-Patrick Fillet, pas d'éoliennes, vous, hein? Je vais être encore le petit canard dans l'histoire parce que je suis contre les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient maritimes. Je pense que vraiment. Et par contre, on les remplace? Eh ben, on les remplace, effectivement. On ne ferme pas Fessenheim, qui était déjà une bêtise. Donc on les remplace par le nucléaire. Et on le remplace par du nucléaire. Il y a un savant français qui a eu un prix Nobel de chimie parce qu'il a trouvé la solution de réduire les déchets nucléaires. Pourquoi on n'en parle pas plus que de cette histoire-là? Parce que ça gêne les lobbies des éoliennes? Peut-être. Pierre Henriet, est-ce qu'il faut plus d'éoliennes? Il nous reste très peu de temps, 30 secondes pour répondre. Alors, en fait, la vraie problématique de fond qui se pose là, c'est aujourd'hui l'anarchie sur l'emplacement des éoliennes sur le département. Donc là, vous êtes tous d'accord, il faut faire de la concertation. Il faut faire de la concertation, mais surtout, il faut pouvoir présenter un plan global sur le département d'installation des éoliennes pour que l'ensemble des populations ne découvrent pas au dernier moment des projets, et comme c'est le cas, moi particulièrement dans le sud Vendée, où on est en train de saturer un paysage, et donc on demande aujourd'hui un moratoire en attendant ce plan de développement. Donc de la concertation et un moratoire pour la République en marche. Avant de refermer ce débat, il nous reste moins de 3 minutes, je vais vous poser une dernière question. Vous avez 30 secondes, il faut que vous respectiez vraiment le jeu pour répondre. Quelle sera votre première mesure si vous êtes élu, Jean-Patrick Fillet? Ce sera le rétablissement de la vitesse à 90 km/h. Moi, je pense que les Vendéens le veulent. Et là, on parle du politique, on parle de tous les gens dans la ruralité qui sont frustrés de rouler à 80 km/h. Et rouler derrière les camions, c'est pas très agréable. Donc, je pense que ce sera la première priorité. Sylviane Bulteau, votre première mesure, 30 secondes. Pour nous, la priorité, ce sera de construire avec tous les acteurs de la jeunesse un revenu d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Actuellement, il y a 15 présidents de départements qui réclament d'expérimenter ce genre de revenus. J'ai parlé, je crois, tout au long de ce débat, de la détresse des jeunes, de la sortie de crise du Covid. Je ne veux pas qu'on oublie cette sortie de crise du Covid. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on est content, on va sur les terrasses. Mais je crois qu'à la rentrée, les choses vont être extrêmement compliqué, et notamment pour les plus jeunes. Pierre Henriet, votre première mesure, si vous êtes élu? Ce qu'on propose, c'est d'abord de faire un état des lieux avec l'ensemble des directions des établissements médico-sociaux pour savoir, sur les 6 prochaines années, quel sera le plan de financement, quelles seront les évolutions également de fonctionnement des établissements, parce qu'on l'a vu, effectivement, l'enjeu démographique du territoire et l'autonomie et l'aide à domicile sont véritablement fondamentaux pour anticiper la démographie vendéenne. Isabelle Rivière, 30 secondes pour nous dire quelle sera votre première mesure. C'est un pour tous, un logement pour tous. Oh, ça, c'est des fausses promesses. Oui. C'est pas des fausses promesses, monsieur, pas du tout. C'est-à-dire une maison de santé, une 3e maison de santé. Exactement. Le département a déjà mis 2 centres Vendée Santé. On en mettra un 3e et surtout ce logement pour que nos jeunes puissent et nos chefs d'entreprise pouvoir habiter et résider en Vendée. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir participé à ce débat. Merci à vous, Céline, pour l'avoir animé avec moi. Prochain et dernier débat, ce sera mercredi 16 juin avec le débat sur la Loire-Atlantique. Là aussi, le président sortant ne se représente pas. Je vous rappelle les 2 tours des élections qui viennent de s'afficher sur votre écran, les 20 et 27 juin prochains. Très bonne soirée à tous.